Bonjour, merci à tous d'être présents pour cette nouvelle conférence du cycle Construire, se loger, habiter. Donc aujourd'hui devait parler Florence Bourillon qui n'a pas pu, mais elle est remplacée par Manuel Charpie, chargé de recherche au CNRS et à l'Université Lille 3. Et je lui laisse tout de suite la parole. Bonne conférence. Merci d'abord de l'invitation, merci d'être venu. Je vais effectivement vous parler, essayer de réfléchir à ce que veut dire habiter à Paris au XIXe siècle. Donc c'est quand même très très proche de ce que projetait de faire Florence Bourillon. Je le fais autrement, mais on travaille souvent ensemble. Je pense que vous y perdez au change, mais je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai choisi de démarrer cette conférence par cette image, qui est une image fictive, enfin semi-fictive. C'est en gros un projet d'exposition qui devait se tenir à l'Hôtel de Ville de Paris et qui ne s'est pas fait pour X raisons. C'était une exposition donc, sur l'histoire des intérieurs parisiens et qui condensait, l'image condense assez bien ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. On avait choisi d'avoir des grandes boîtes comme ça, vides, avec des documents à l'intérieur et notamment des plans d'appartements, et de mettre en vrac autour, comme ça, plein d'objets qu'on trouve dans les appartements parisiens. Je passe sur le fait qu'on avait eu beaucoup de difficultés à trouver des musées qui acceptaient qu'on prenne des objets de chez eux et qu'on les mette en vrac. La fétichisation des traces du passé est très très forte. Donc on était allé chez des antiquaires et des brocanteurs pour trouver ça. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous parle de tout ça. En tout cas, le projet était celui-ci, de retrouver tout ce qui peuple en gros les appartements parisiens, avec l'idée que c'est absolument nécessaire de travailler sur les plans des appartements, de travailler sur leur construction, leur structure, leur organisation, mais aussi que pour comprendre les appartements parisiens et la manière d'habiter la ville au XIXe siècle, il fallait aussi s'attacher à tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui remplit les appartements. Et vous savez qu'au XIXe siècle, les appartements sont très remplis. Avec cette idée toute simple, c'est que nous vivons pour une grande partie dans des appartements du XIXe siècle, dont parfois la structure n'a pas bougé, et pourtant nous y vivons d'une façon très différente, largement différente. Donc mon point de départ un peu sur ce travail était de dire qu'est-ce qui fait qu'un appartement est d'une époque et pas d'une autre. C'est certes la structure, mais c'est aussi tous ces objets qui vont être des objets de confort, qui vont être des objets techniques, qui vont être des objets qui portent des récits, des souvenirs, on verra plusieurs types de récits, et qui portent aussi des gestes, des manières d'être, des sensibilités, et que tout ce monde des objets, tout ce qu'on appelle la culture matérielle, permet de comprendre peut-être ce que veut dire habiter la ville au XIXe siècle. Quelles archives, vu le lieu, ça me semblait important. Quelques objets, mais pas tant que ça. Finalement, quand on travaille sur un sujet comme ça, on trouve assez peu d'objets, c'est-à-dire on trouve peu d'objets ordinaires du XIXe siècle, tout simplement parce que les musées ne retiennent que l'extraordinaire. Et donc, il est très difficile de trouver des objets ordinaires. En fait, il faut aller du côté des marchands, mais on trouve assez peu d'objets ordinaires dans les musées. Et puis, on en avait fait l'expérience, enfin, j'ai fait souvent l'expérience aux arts décoratifs, par exemple. Les objets ordinaires qui ont été utilisés, c'est-à-dire usés, sont relégués dans les réserves et les musées ne veulent pas du tout ni qu'on les consulte, ni qu'on les sorte. Donc voilà, donc on peut observer ces objets, ces meubles, ces bibelots, etc., ordinaires un peu partout, mais paradoxalement pas dans les musées. J'ai appris avec bonheur aujourd'hui que les archives de Paris qui ont un fonds d'objets considérable vont aller vers une valorisation de ces objets. Et donc finalement, on est obligé de reconstruire l'existence, la forme, les usages de ces objets pour essayer de comprendre comment on les utilisait. Donc évidemment, la littérature est d'un grand secours, la littérature descriptive du XIXe siècle, mais aussi j'ai beaucoup travaillé sur les archives économiques, c'est-à-dire sur tous les artisans qui sont investis pour fabriquer cet intérieur. À Paris, c'est assez spectaculaire puisqu'il y avait, vous le savez, notamment un quartier complet. Il y a des effets de son étranges. Un quartier complet, le Faubourg Saint-Antoine, qui était dédié à la production du décor privé.
avec, vous le savez, quelques grands ébénistes de renom, mais la masse de la production était du meuble, du bibelot, etc., relativement moyen, on va dire ça comme ça. Je reviendrai sur ces catégories approximatives. Donc j'ai travaillé sur ces archives privées, donc puisque certaines entreprises existent encore, et puis beaucoup ici, aux archives de Paris, puisque par les faillites notamment, alors ça donne accès à un type d'entreprises, celles qui font faillite, mais ça donne quand même énormément d'informations. On peut retrouver toute cette économie, les réseaux de crédit, les réseaux de clientèle, donc on a quand même accès à pas mal de ces commerces, donc en travaillant aussi bien sur les marchands de meubles, les tapissiers, plus tard les décorateurs. On a aussi des archives assez essentielles et peu exploitées aux archives de Paris, qui sont les archives de Drouot, des ventes aux enchères, qui sont une masse considérable, où vous pouvez trouver toutes les transactions et tout le commerce lié aux objets. Et la bourgeoisie au XIXe siècle, puisque je vais parler essentiellement de la bourgeoisie, fréquente assidûment Drouot et les ventes aux enchères. Et puis, vous le verrez, j'ai essayé de mobiliser aussi des archives techniques, notamment toutes celles de l'INPI, de l'Institut national de la protection industrielle, et tous les brevets et les exploitations commerciales de ces brevets. Et puis enfin, pour finir, toutes les archives privées que j'ai pu trouver. Et finalement, on n'en trouve pas tant que ça. Des fonds d'archives privés de la bourgeoisie. On a beaucoup de fonds de la très haute société. Mais les fonds d'objets... je suis désolé, il y a des changements de son que je ne maîtrise pas. Les fonds les fonds relativement ordinaires, les comptabilités ordinaires sont finalement assez rares. J'en ai trouvé une quinzaine tout au plus pour le 19e siècle à Paris, ce qui paraît comme ça paradoxal. On en trouve dans un sens plus facilement du côté des archives, chez les gens, du côté des archives privées. Donc vous l'avez compris, ça va être un parcours que j'espère rapide dans les espaces et leurs usages, dans aussi les objets et les gestes qui s'y rattachent, et les objets, les sensibilités qui s'y rattachent, et puis aussi tous les récits, comme je l'ai dit tout à l'heure. En gros, mon idée est qu'à travers les objets, on peut penser, saisir et penser le rapport au passé, le rapport au souvenir, le rapport au lointain, enfin toutes ces questions assez essentielles et qui font une manière d'habiter. Et puis enfin, la dernière question qu'on écarte souvent quand on travaille à partir d'inventaire, enfin dans cette logique de description, c'est se demander aussi, finalement, très basiquement, comment se fabrique la mode, comment se fabrique un goût commun. Pour dire les choses simplement, quand on travaille sur toutes ces archives, on est assez frappé de retrouver les mêmes objets absolument partout, les mêmes dispositions, enfin en gros un conformisme très très fort, ce qu'on pourrait appeler un conformisme, même s'il y a une petite connotation morale désagréable que je ne veux pas. Et du coup, la dernière partie de l'exposé sera un peu sur cette question-là, comment un groupe social, la bourgeoisie parisienne, arrive à partager un goût commun, des pratiques communes, des objets, et donc réfléchir un peu à tous les dispositifs d'exposition, de publicité qui se mettent en place, et vous verrez que ça prend des formes très variées. Premier point donc, voilà, vous connaissez le fichier. Premier point, je voulais m'arrêter sur comment se fabrique l'appartement. Je ne vais pas revenir sur la forme des plans des appartements, la nouvelle disposition qui se met en place au 19e siècle. Je vous en dis deux mots très rapidement. Mais vous savez qu'en gros, les espaces se séparent, les couloirs mettent de la distance entre les personnes, entre les différentes intimités qui cohabitent. Et ça va même jusqu'au 6e étage, où on relègue les domestiques. Mais ce processus n'est pas juste, encore une fois, morphologique. On met en place tout un tas de dispositifs techniques, et c'est effectivement l'invention de toute la serrurerie nouvelle. Il y a une chose toute simple, c'est qu'en gros, au moment où se développent des entreprises comme Fichet, qui en gros explosent dans les années 1840, c'est le moment aussi où on relègue les domestiques au 6e étage, ce qui veut dire que l'appartement n'est plus gardé par des domestiques qui vivent à domicile. Pour aller très vite, et encore une fois un peu trop schématiquement, dans le premier 19e siècle, une partie des espaces
dédiées aux domestiques sont à l'intérieur des appartements, souvent des chambres noires. C'est pour ça que vous trouvez encore beaucoup d'appartements des années 1840 avec une pièce entièrement borgne au milieu de l'appartement, ce qui est assez étrange, et qui en général peut déboucher facilement sur la cuisine. Là, on va, vous le savez, monter les domestiques au 6e étage, et donc on va avoir un nouveau besoin de sécurité. Et puis c'est plus global que ça, il y a toute une demande et une grande peur collective quant au cambriolage, et donc on va installer tout un tas de systèmes. Pour vous dire, dès 1850, on a des systèmes d'alarme électrique de toutes les sortes, alarme mécanique puis électrique, mais dès 1850, c'est-à-dire avant l'électrification par les réseaux. Et donc, vous avez, Fichet fait tout un tas de démonstrations publiques de serrures qui sonnent, notamment une serrure qui est censée crier au voleur, au voleur. Je ne suis pas sûr que la chose marche, mais avec des systèmes, des choses un peu moins rigolotes, des pièges à feu. Vous avez des systèmes, tout un tas de brevets déposés pour des appareils photo qui se déclencheraient au moment où la porte s'ouvre, etc. Ces brevets ont souvent rien donné, mais quand vous avez une même année des centaines de brevets autour de la sécurité privée, on peut dire qu'il y a une demande collective autour de cette question. Et on va mettre en place tout un tas de systèmes de ce type-là. C'est aussi le grand moment des coffres-forts et qu'on fait ficher, le terme est choisi, dans les murs. Donc on va avoir des espèces de séries comme ça de barrières très physiques qui vont se mettre en place et qui participent à faire de l'appartement un espace clos, privé et intime d'un nouveau genre. Ce qui va accompagner cet espace, c'est aussi la mise à distance de la rue, qui va être extrêmement forte. Vous connaissez toutes et tous la figure du concierge qui prend une place extrêmement importante, qui est un rempart physique en quelque sorte à l'accès à l'immeuble, un contrôle social extrêmement fort. Mais vont se développer dans le même temps tous les systèmes d'interphone. Là aussi, ayez en tête que dès 1860, on trouve des systèmes d'interphone dans de nombreux appartements parisiens qui redoublent la présence de la concierge et qui vont même souvent permettre à la concierge de demander aux habitants si on peut bien ouvrir la porte. Vous voyez, une espèce de double surveillance. Et ce sont des systèmes, j'y reviendrai, mais qui sont basés sur des piles, en fait, puisque en gros, entre 1850 et 1890, l'électrification des appartements parisiens se fait par pile. On a oublié un peu ce moment-là. Et on va avoir comme ça des systèmes de circuits électriques qui vont permettre de contrôler l'accès aux appartements. Ils sont parfois redoublés, et ça on trouve très bien les traces dans tous les mémoires des artisans, par des tubes acoustiques qui permettent de parler du premier étage le plus souvent ou du deuxième, aux personnes en bas, à la concierge, et de passer commande et de contrôler en gros cette distance à la rue. Ces systèmes vont se redoubler, vous le savez, par des sémaphores, des tableaux électriques, mécaniques puis électriques dans tous les appartements, où on va pouvoir commander à distance les domestiques. Il devient très important, j'en parlerai dans une seconde, mais de garder silence dans les appartements. La place du silence devient extrêmement importante. Et donc, y compris la clochette qu'on va faire sonner, ou même le fait d'appeler, enfin de crier en gros dans un appartement, est repoussé par ces systèmes électriques. Le plus souvent, c'est un tableau qui se trouve dans la cuisine ou dans les offices. Comme vous le voyez sur les tableaux, vous avez madame, monsieur, etc. Donc ça permet aux domestiques de savoir qui les sonne. Et en général, tous ces systèmes de sonnerie sont dissimulés dans l'appartement. On est vraiment dans une logique chorégraphique, théâtrale. Le plus souvent, les sonnettes sont des sonnettes à pied qu'on dissimule sous les tapis, sous la table de la salle à manger, etc. Ce qui permet en gros d'orchestrer la vie privée de façon silencieuse et relativement efficace. Je ne résiste pas. Un des premiers à mettre en place réellement des systèmes électriques de commande, on va dire, des domestiques dans les appartements parisiens, est un magicien que vous connaissez sans doute qui s'appelle Robert Houdin, qui est le premier à développer ces systèmes-là. C'est quand même assez intéressant que ce grand escamoteur soit celui aussi qui mette en place ces systèmes pour escamoter toute la domesticité. En tout cas, donc des espaces, vous le voyez, où l'espace du privé, l'espèce de bulle autour de l'habitant se dilate et devient de plus en plus protectrice en quelque sorte. Un autre phénomène, alors je dis protectrice et puis je vous montre cette image des archives de la préfecture de police.
ça va se doubler d'une coupure visuelle avec la rue extrêmement forte et relativement nouvelle, hein, où on va en gros superposer, vous savez, c'est le règne du double rideau, mais on oublie que derrière le double rideau, il y a souvent des vitraux, quasiment sur au moins tous les appartements au premier étage. Je vous ai mis cette photo pour vous dire que c'est pas seulement... alors, c'est des photos de meurtre aux archives de la préfecture de police, mais qui permettent de voir les appartements tels qu'ils étaient réellement. Et on n'a pas tant de documents qui permettent de voir comme ça les intérieurs. Je fais une parenthèse, c'est une douleur pour l'historien de se rappeler qu'il y a eu 15 000 à peu près plaques photos qui ont été jetées par la préfecture de police qui permettaient d'avoir un paysage assez... détaillé de ces intérieurs. Il en reste, je sais pas, une quarantaine à peu près. Bon. Mais ça nous permet quand même de voir quelques éléments. Donc vous voyez une coupure très nette avec l'espace du dehors qui se met en place. Et puis, j'aurais dû rester sur l'image précédente. Je vous l'ai dit il y a un instant, un contrôle aussi des corps de plus en plus accru, et notamment du son, du silence, la qualité du silence, on va dire ça comme ça. On va développer des nouveaux planchers isophoniques, comme on dit à l'époque. Vous avez quantité de brevets, et les constructions à partir des années 50 essayent de prêter attention à ça, c'est-à-dire faire des appartements où le son ne passe pas d'un étage à l'autre. Alors vous savez qu'à Paris, c'est pas complètement évident, mais on a tous des expériences quotidiennes sur ces sujets-là. En tout cas, il y a une attention beaucoup plus forte. Ce qu'on a oublié dans nos appartements aussi aujourd'hui, c'est que les sols étaient quasiment systématiquement recouverts de tapis, et sous les tapis de Thibaude. Bref, il y a une espèce de superposition aussi qui était là pour avaler les sons. L'idée, en tout cas, c'est que la gestuelle et la circulation dans l'appartement doit se faire en silence le plus possible. C'est une marque du self-control, hein, du fait qu'on contrôle les corps. On apprend aux enfants à ne pas courir. Vous savez qu'on chausse, pour une partie des appartements, les gens de patins, ce qui limite et contrôle aussi la gestuelle. Et dans cette logique du silence, on va jusqu'à mettre du feutre sous les objets, par exemple. Pour une salle à manger, on recommande dans tous les bons manuels de savoir-vivre de placer des tampons de feutre sous tous les objets pour qu'il n'y ait pas de son tonitruant au milieu d'un repas. Voilà, donc pensez aussi qu'on développe des espaces de silence et on met en place les doubles vitrages. Il ne faut pas l'oublier que c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est simplement 2 vitres, ce n'est pas des vitres doubles, c'est 2 séries de vitres pour avoir des espaces qui puissent être clos. Tout ça est important à mon sens aussi dans la construction de l'individu bourgeois. C'est essentiel dans l'imaginaire de se construire des espaces coupés où le silence laisse la place à la réflexion intime et personnelle. L'autre, attendez, c'est vraiment pas bien ce que je suis en train de faire, c'est même très mauvais, bon c'est pas grave, il me manque une image, on retombera dessus tout à l'heure, je me suis trompé, pardon. Pensez aussi que c'est le moment où on va capitonner les murs et les plafonds, en plus des tapis, donc on est vraiment dans des espaces complètement clos. C'est très clair quand on regarde les cabinets de travail, par exemple, dans la bourgeoisie, où vous avez du sol au plafond, tout est capitonné, enfin du plafond au mur, pardon, mais y compris les portes. Enfin, il y a cette idée de faire de vrais espaces complètement feutrés. C'est là d'ailleurs qu'on parle de l'expression à pas feutré se développe. Dans ces espaces, on va aussi développer donc ce genre de système électrique. Je vais vous montrer ça pour vous montrer aussi que quand on écrit l'histoire de ces intérieurs, on a tendance à partir d'aujourd'hui, donc, et on a fait très souvent l'histoire des réseaux électriques. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pendant presque 40 ans, ce sont ce genre de systèmes qu'on met en place. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à gauche, mais c'est les premiers dispositifs. Vous avez une pile au pied de la cheminée, et en fait, le fil électrique va allumer une chandelle. D'accord ? Quelle est l'idée derrière ça ? Et en fait, tous les objets là que je vous ai mis vont dans ce sens-là. Et pour le coup, là, il y avait un vrai marché. Hein. Ce n'est pas juste des projets comme ça en l'air. C'est en gros d'avoir des espaces où les choses répondent au doigt et à l'œil, en gros. Ça va aussi, paradoxalement, avec l'idée qu'on soit de plus en plus autonome par rapport aux domestiques. On a besoin, et il est nécessaire socialement d'avoir une domesticité, mais on ne veut plus
pour simplement allumer une lumière, avoir besoin de faire appel au domestique. On ne veut plus être dépendant. Il y a cette idée aussi d'un espace à soi qu'on va pouvoir contrôler. Donc se mettent en place tous ces systèmes qui sont en fait des contrôles à distance de la lumière qui vont permettre, encore une fois, d'œuvrer seul. Et ça développe des pratiques, ça a un effet sur les pratiques sociales. Ça développe par exemple la lecture au lit, qui est une chose pas si courante que ça. Et c'est une des applications qu'on trouve de façon extrêmement courante. Donc une pile et simplement un système d'ampoule comme ça qui permet de lire quelques heures au lit. Vous voyez que c'est tout un rapport aussi à l'intimité qui se développe et qui va avec. Dans cette idée du confort, c'est le maître mot à partir des années 1840, le confort. Il y a cette idée qu'on doit être dans un espace qui absorbe les sons et qui absorbe les corps en quelque sorte. Et vous savez que les années du Second Empire vont être des années où on va couvrir véritablement tous les objets de textile. On drape absolument tous les objets. Là, je vous ai mis des arrières de piano, je vous ai mis des toilettes. Alors, vous imaginez au niveau de la praticité des choses ce que ça veut dire. Ça, c'est encore une fois pas du tout des projets. Ça, c'est le catalogue au Bûcheron, qui était le grand magasin de meubles rue de Rivoli. Mais on trouve ça dans tous les intérieurs, des kilomètres de drapés sur à peu près tous les objets. On drape aussi bien les lampes que les toilettes, que les pianos, que les... Voilà. Je m'arrête là parce que c'est absolument infini. Ça va être le grand envahissement des napperons et des drapés sur à peu près tous les objets. On a tous des souvenirs de ces objets-là. Et ça va être dans le même temps un contrôle des atmosphères extrêmement important. Une obsession extrêmement forte sur les thermomètres, sur l'hygrométrie, sur le contrôle des intérieurs et de l'extérieur. On a toujours un thermomètre à l'intérieur, un thermomètre à l'extérieur. Voilà. C'est très frappant dans les journaux intimes. Vous avez dû peut-être les uns les autres feuilleter des journaux intimes. C'est pareil, si on cherche des journaux intimes de bourgeois parisiens au XIXe siècle, on en trouve très peu, ce qui est paradoxal, puisqu'on sait que c'était une société qui écrivait en permanence, qui s'écrivait en permanence. Et ceux qu'on trouve, et pour le coup j'en ai trouvé, soit aux archives, soit dans des marchés opus, sont en fait pas vraiment publiables parce que c'est faut bien dire les choses, d'un ennui assez assez très dur de trouver des éditeurs qui peuvent s'intéresser à ça. Je pense notamment à un journal intime extrêmement détaillé où tous les jours, mais c'est quasiment dans tous les journaux intimes, la personne prend sa propre température, donne la température de son appartement et donne la température extérieure. La journée commence comme ça, avec cette observation extrêmement précise. Et puis, vous le savez, tout un tas d'autres observations physiques, etc. Mais voilà, ça fait partie d'une attention quotidienne et ça définit de plus en plus le confort. Je vous passe la quantité de thèses médicales dans ces années-là, dans les années 1860, pour réfléchir à ce qu'est la bonne température pour vivre chez soi. Et ça varie entre de 12 à 22 degrés. Enfin, il y a une réflexion extrêmement changeante selon les époques, selon les personnes. Mais voilà, une espèce de science comme ça, des atmosphères qui se met en place. Et avec cette idée aussi qu'on doit créer du mobilier, encore une fois, qui nous repose de nous-mêmes. C'est une expression qu'on trouve assez couramment. C'est-à-dire l'idée que quand on rentre chez soi, on doit se reposer du monde, mais aussi se soulager de soi-même. Peut-être même de sa conscience, je ne sais pas. En tout cas, en trouvant des meubles qui vont absorber, supporter les corps et les reposer. Ce qui est très intéressant, ça, les archives de l'INPI le montrent très bien, c'est qu'on va transférer en fait des techniques mises au point du côté de la médecine vers le mobilier privé. Notamment, on développe tout un tas de systèmes de meubles articulés pour les malades. Pour les neurasthéniques, les accablés, comme on dit, ou les malades physiques, qui ont besoin de se reposer d'eux-mêmes, qui ont besoin de reposer leur corps, de ne plus sentir leur corps. Et on va mettre tout un tas de techniques en place. On assiste à plein de transferts. Je pense par exemple à un moment dans cette histoire qu'on a oublié, qui est l'usage du caoutchouc. On a oublié qu'à un moment, c'était une matière extrêmement élégante et recherchée dans les intérieurs. Ça a duré peu de temps, mais... et donc on a créé tout un tas de systèmes de ballons, une sorte de ballon capitonné pour reposer les malades. Et très vite, dès 1850, on trouve
le caoutchouc est vulcanisé dans les années 1840. On trouve comme ça des meubles extrêmement élégants. Vous voyez, tapissier de l'impératrice, Fournier, confortable Brougham, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, à base de caoutchouc, qui sont en fait des espèces de coussins d'air. Et puis on met en place des lits à eau, par exemple. Dès 1850, on trouve des modèles de lits à eau qui doivent reposer, encore une fois, qui viennent du monde médical. Et puis on va mettre en place, vous le savez, alors oui, ça donne ce genre de choses. Voilà, l'image que je voulais vous montrer tout à l'heure sur les capitons envahissants. Et on va inventer, à partir des années 1830, les ressorts, ou ce qu'on appelle les élastiques dans le métier. C'est tous ces meubles à capitons soutenus par des ressorts. Vous avez déjà tous vu ça, ces ressorts en cuivre. En alliage, mais on les met ils sont mis en œuvre dans les années 1830 et ils deviennent très très vite la règle du confort, avec tout un tas de techniques extrêmement compliquées. Pardon, j'ai des soucis avec ce micro. Pour que les ressorts ne grincent pas, pour contrôler leur tension, etc. Mais voilà, cette idée que assis chez soi, on ne doit plus sentir son corps. Et donc, vous le voyez, une espèce de repos global des sens qui devient extrêmement important dans les intérieurs parisiens. Dans cet espace de l'intimité, en fait, qui est en train de se dessiner, dans un espace du silence, dans un espace protégé où on se sent en sécurité, là je reprends les termes de l'époque, va se déployer une nouvelle façon, un nouveau rapport à soi-même, pour dire les choses rapidement, une nouvelle intimité. C'est assez frappant dans ces années-là, quand il y a des procès, notamment vous avez ici des inventaires pas après décès, mais des inventaires après crime, on va appeler ça comme ça, des descriptifs extrêmement précis, des inventaires après scellés, voilà, pardon, je cherchais le terme. Il y en a très peu, mais ils sont extrêmement riches. Et ce qu'on voit très bien, c'est que tous les habitants, à partir de ces années-là, se promènent en permanence avec des trousseaux de clés absolument énormes sur eux. On a facilement une 25 clés avec soi, parce qu'on a des clés d'appartement, je l'évoquais au début, mais on a aussi des clés de chaque pièce. De plus en plus de pièces ont des verrous. Et puis dans ces pièces, des meubles vont avoir des serrures, et dans ces meubles, on va avoir des boîtes avec des serrures, etc. Donc un espace de l'intime, vous voyez, ultra protégé par une espèce de couche comme ça de serrures. Et on va voir se développer des objets, alors qui datent du XVIIIe siècle, mais qui vont prendre une place absolument considérable, des objets qui vont être des invitations à, on va dire, à l'auto-analyse, à l'écriture de soi, pour dire les choses simplement. Et je vous en indiquerai au moins deux. Le bureau secrétaire sur lequel on va prendre place pour écrire, mais aussi la table à ouvrage qui prend une place extrêmement importante, où on va coudre. Et où vous le voyez, les tables à ouvrage, par exemple, deviennent un des espaces fermés à clé. Alors, bien sûr, c'est pour éviter le vol des domestiques. Vous les connaissez. Mais c'est aussi parce que ce sont des espaces de l'intimité féminine extrêmement forts. Et puis, vous voyez, on place des miroirs, ce qui est quand même assez significatif. C'est-à-dire que quand on ouvre sa table à ouvrage, on a un miroir. Donc, des espaces qui vont inviter à l'examen de soi, pour dire les choses rapidement. Et dans cet espace, on va aussi, les boîtes que j'évoquais, avoir ce genre de boîtes qui pullulent, alors qui sont elles-mêmes capitonnées, je ne sais pas si vous le voyez, c'est-à-dire comme si à l'intérieur de la boîte elle-même, il y avait une sorte de bulle de silence protégée. On doit quand même signaler que ça ressemble très, très, très fortement à des cercueils. Et la nouvelle économie du cercueil qui se met en place à ce moment-là développe du cercueil capitonné. Enfin, je veux dire, c'est exactement au même moment qu'on invente ce mode, pour le dernier grand repos, cette mode des espaces capitonnés dans les cercueils. Je reviens à mes boîtes. Vous voyez que les boîtes vont être des espaces fermés à clé, qui vont se multiplier, avec, vous le voyez, des inscriptions étranges. La boîte d'en bas porte la mention « souvenir ». Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on met dedans ? C'est une histoire dont je parle dans un instant, mais voilà, cette idée qu'on a des réceptacles comme ça, qu'on offre souvent aux jeunes filles. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Les objets sont des témoins des pratiques sociales, mais sont aussi, à mon avis, des manières de transmettre des pratiques sociales. Et quand on offre à une jeune fille une boîte avec marqué « souvenir » dessus, c'est une invitation assez claire à s'inventer des souvenirs
en quelque sorte. On va aussi voir se développer tout un tas de dispositifs en verre. Le verre a une importance centrale puisqu'il permet de montrer, de protéger et en même temps de mettre à distance. On va avoir tous ces globes, ces bulles, ces boîtes en verre où on va, vous le savez, accumuler des souvenirs. L'image de gauche est des années 1830 dans la très très haute société. Les images de droite sont des objets beaucoup plus ordinaires, voire même vous voyez, de la petite bourgeoisie, où on va, vous le savez, sur un coussin capitonné, épingler des photos, le bouquet de mariage, enfin bref, collecter comme ça tout un tas d'objets qui font souvenir. J'insiste, l'intérieur devient l'espace vraiment de collecte du souvenir fragile et de tout un tas de reliques. Et on pourrait dire que la boîte ultime, en quelque sorte, ça va être toutes ces maisons de poupées qui se développent et qu'on trouve dans quasiment tous les appartements, où on va apprendre à la jeune fille à coller, alors déjà à aménager, à tenir un intérieur. Vous savez que souvent, c'est avec des restes du tapissier décorateur qu'on va notamment mettre du papier peint, qui est du coup jamais pas toujours à la bonne échelle en tout cas. Donc on apprend à décorer, à prendre soin, à ranger un intérieur, mais on apprend aussi à collecter des souvenirs. Alors c'est un peu petit mon affaire, mais bon, vous me croirez. Vous avez des petites boîtes avec dedans des souvenirs, vous avez des portraits au mur, vous avez voilà, une espèce de mise en abîme assez vertigineuse. On va collecter dans les intérieurs aussi des souvenirs, et la boîte elle-même va devenir la boîte des souvenirs qu'on garde et qu'on transmet au sein des familles. Dans cette économie du souvenir, on va trouver tout un tas d'objets alors, qui sont peu étudiés, et je vous parlais au début des musées qui ne gardent pas tous les objets. Voilà, si vous travaillez sur le portrait au XIXe siècle, vous trouvez facilement plein de portraits dans tous les musées parisiens. Vous trouvez beaucoup moins plein de formes de portraits qu'on a oubliées, des formes intermédiaires, notamment tous les tableaux de cheveux, vous avez dû peut-être en croiser. Mais on pratique énormément cela, la relique, c'est-à-dire qu'on prend les cheveux des vivants ou des morts, et à partir de ça, on fait réaliser des petites compositions, des bijoux, des compositions avec des mèches ou des tableaux carrément. Et là, vous avez aussi une industrie parisienne, vous avez quand même à Paris une quarantaine de dessinateurs en cheveux en activité jusqu'à la Grande Guerre. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que la Grande Guerre change le rapport au corps, à la mort, etc. Bon, ça bouleverse un peu cette économie-là. On trouve aussi quantité de moulages, on a oublié un peu ça, mais de moulages sur vif et sur mort. Vous avez dans tous les intérieurs de la bourgeoisie des empreintes de visage qui ont un avantage. Les empreintes de visage, c'est qu'on peut les mouler et donc les contre-mouler, et qu'on peut comme ça diffuser. Et ça, on peut observer ça de façon très précise avec les testaments. La bourgeoisie du 19e siècle fait quantité de testaments, et fait significatif, je fais très court, mais début 19e siècle, on a un testament avec une partie immobilière et qui concerne l'argent, et puis une partie qui est un testament moral, en gros. Voilà, une invitation à la religion ou un engagement politique. Ou, voilà. Très clairement, au cours du 19e siècle, on bascule vers un testament immobilier et la transmission des objets. Donc vous avez des testaments qui deviennent kilométriques, absolument, mais qui sont assez passionnants. On va détailler chaque objet, à qui on le donne et pourquoi on le donne à cette personne et qu'est-ce qu'il porte comme souvenir, etc., etc. Donc c'est à la fois des objets de prix, mais aussi des objets, je regardais là avant la conférence, mais ça peut être une cafetière cassée qui m'a été donnée par ma grande-tante, etc., y compris dans la très haute société. Voilà. Donc c'est des objets qui portent du souvenir et qu'on va transmettre, et les testaments jouent un rôle extrêmement important. Et dans cette économie, les portraits, les copies de portraits vont être distribués au sein des familles. Et donc, on va avoir voilà, le masque du grand-père qui va être multiplié pour les petits-enfants, etc. Donc, une sorte d'économie comme ça du souvenir qui se met en place et qui meuble très clairement les intérieurs. Et puis, évidemment, une domination, une omniprésence des portraits. J'en ai choisi comme ça un peu... voilà. Mais voilà, on en trouve partout. Si vous voulez vous rendre compte, alors ça, vous en trouverez très peu dans les musées, c'est des portraits moyens, voilà, plus ou moins bien faits. Enfin bon.
allez sur eBay, vous tapez portrait 19e siècle et puis vous comprendrez, vu la masse qui reste de portraits, ça donne une idée à peu près de l'économie, mais vous avez des portraitistes partout. Je vous rappelle que vous avez, à la fin du 19e siècle, 4000 peintres à Paris en activité, ce qui est ahurissant. Et donc, clairement, ces 4000 peintres ne travaillent pas pour des grands collectionneurs privés ou pour les musées. Une très grande majorité vit de la peinture de bourgeois. Vous pouvez lire le très bon ouvrage de Balzac sur le sujet, dont le nom m'échappe. Il va me revenir dans un instant. Peut-être qu'ils peuvent m'aider. Ça porte le nom de ce peintre. Ça va me revenir. En tout cas, voilà, il décrit ce que c'est l'ordinaire, le quotidien ordinaire d'un peintre qui peint du portrait bourgeois à la chaîne. Ça va me revenir dans un instant. Et à tous ces portraits va s'ajouter aussi tous les portraits photographiques à partir des années 1840 pour les daguerreotypes, puis les années 1860. Avec cette idée quand même que dans les intérieurs bourgeois, la photo sur papier est quelque chose d'un peu trop vulgaire, d'un peu trop fragile. Et donc on va comme ça construire des espèces d'albums édifices qui vont accueillir ces images, avec, vous avez déjà dû croiser ça aussi, des albums, vous le voyez, montés sur des sculptures, montés sur des pieds, et puis certains albums, vous le voyez, marketés en nacre et en bois. Enfin, en gros, les albums deviennent des meubles qu'il n'est plus question de déplacer. On a d'ailleurs souvent un petit meuble dédié à l'album. Mais voilà, cette idée, en gros, que toutes ces images doivent être rattachées à l'espace, arrimées en quelque sorte, physiquement, à l'espace intime, et qu'elles sont une composante absolument essentielle de ce qu'est l'espace privé. Et je vous signale aussi que dans le même temps, on a un grand retour à des techniques anciennes, au moment où apparaît la photographie. À partir des années 1870, comme la photo se vulgarise, se démocratise, on va avoir un retour à la peinture à l'huile, et vous avez énormément d'entreprises, ça vient des archives de Paris, d'ici, qui vont proposer de repeindre à partir de photos, de vous faire des peintures à l'huile à partir de photos. Vous donnez une photo, quelques indications sur la couleur des cheveux, des yeux et le teint général, et on vous fait, sur commande, le comptoir du progrès universel, vous fait votre portrait à l'huile ou au crayon. Voilà, vous avez quantité d'officines qui vont faire ça, la conversion comme ça en peinture. Il y a une obsession pour ces tableaux d'ancêtres. Ils font partie, intégrante de l'appartement privé au 19e siècle, à tel point, je résiste pas, qu'on trouve des appartements loués dès les années 1840, loués avec la galerie d'ancêtres, ce qui règle le problème. Quand on est une bourgeoisie récemment arrivée, ça règle la question. Au passage, non, je résiste pas, c'est pas anecdotique. Vous avez ici les archives d'un papetier qui s'appelait As. On a tous ces carnets de commandes, c'est formidable, sous le Second Empire. Il passe son temps à repeindre des fonds de décor de portraits. Donc en gros, je fais court, les gens achètent des portraits chez les antiquaires, à Drault, etc. et font repeindre les fonds de portraits pour les faire coïncider avec l'histoire familiale. Voilà. Donc vous avez une production comme ça extrêmement importante. Et puis vous allez avoir dans ce goût de l'intimité une production aussi extrêmement importante, vous le savez, issue des passe-temps artistiques, comme on dit, c'est-à-dire de la tapisserie, du crochet, etc. Et vous le voyez et vous le savez, tout un tas de petits meubles à main vont être habillés au crochet, vont être habillés de choses faites à la main. Vous avez des grandes entreprises comme la marque Sajou, que vous avez peut-être déjà croisé, qui va produire en gros des productions préfabriquées, en gros qu'il s'agit de finir chez soi. Et on a sur ça un regard assez ironique qu'il ne faut peut-être pas surévaluer, mais de domestiques fin du 19e siècle qui racontent qu'ils passent une grande partie de leur temps à finir les travaux de dames entamés par ces dames qui ont autre chose à faire finalement, ce qui est peut-être une très bonne nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, vous avez une activité de production intime avec cette idée, vous le voyez, qu'on va produire dans l'intimité des objets intimes, cette espèce de super objet intime. L'aboutissement absolu étant quand madame peint et va pouvoir peindre les enfants de la famille, par exemple. Alors, voilà, là c'est une espèce de sémiophore de l'intimité absolue.
Une autre pratique va se développer qui va participer à l'écriture de soi, ça va être toutes les pratiques des collectionneurs. Je vous ai mis cette carte des collectionneurs, c'est une carte ratée, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait elle restitue pas l'empilement des petits points. Donc voilà, mais j'ai pas réussi à faire mieux pour l'instant. C'est les annuaires de collectionneurs des années 1890. En fait, pour faire court, alors ça a été très long, j'ai rentré 4600 noms. Et comme quoi, voilà, le labeur ne paye pas du tout, toujours. Pour en fait voir quoi, la carte de la bourgeoisie parisienne, donc ça n'a à peu près aucun intérêt. Voilà, c'est fait, c'est trop tard. Mais ça dit quoi en fait? Tout simplement, c'est pour ça que je l'ai mise. Ça dit qu'en gros, la pratique de la collection est absolument la règle en bourgeoisie. La collection, et ça se voit dans les intérieurs, va avoir ses lieux. On va avoir se développer quantité d'armoires et de vitrines. Je vous rappelle qu'en gros, la vitrine est une invention des années 1830, cette vitrine à bibelot, qu'elle va se développer et qu'on va en trouver absolument dans tous les intérieurs. Alors ça, c'est absolument systématique. Avec cette chose assez frappante dans les prisés, dans les inventaires, c'est qu'on a ces grandes étagères vitrées, remplies de bibelots, et en gros, les priseurs, les notaires renoncent à inventorier. Alors, c'est le malheur de l'historien, mais en disant ensemble de bibelots, d'étagères, basta, ou de vitrines. Ça dit une chose quand même, et vous avez dû peut-être en faire l'expérience, c'est que souvent ces collections sont finalement des collections d'objets qui ne valent pas grand-chose, et c'est pas tant la valeur de l'objet qui compte, mais le fait de les rassembler. Donc c'est plus la pratique sociale que le résultat, et vous le savez, souvent dans les successions, c'est le genre de collection qui passe un peu à la trappe, qui part voilà. C'est le cas déjà au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on voit dans la transmission générationnelle, c'est quelque chose qui fonctionne assez mal. Autant on conserve les portraits, on conserve les meubles chers, les antiquités, etc. Autant ces collections perdent vite de leur sens. Pour le coup, là, je vais paraphraser Baudrillard qui dit qu'en fait, la dernière pièce d'une collection, c'est le collectionneur lui-même. Et donc, quand il n'est plus là, en gros, l'édifice s'écroule. Mais ça veut dire que la pratique de la collection est extrêmement importante. Et ce qui est très clair, puisque là, on a quelques journaux intimes qui le montrent, c'est qu'en gros, la collection, le fait de développer une collection en rapport avec son histoire, le plus souvent, va être un moyen de creuser, encore une fois, son identité, mais aussi devient une espèce d'autobiographie matérielle. C'est-à-dire qu'on a l'idée que dans cette vitrine, c'est des souvenirs de voyage, c'est des choses qu'on nous a données, et ça dessine un espèce de petit paysage intime qui raconte une vie intime. Vous voyez qu'on est aussi largement héritier de toutes ces pratiques, et ça donne tout un tas une économie assez étrange, des articles de Paris, du bibelot à collectionner. Vous avez quantité de magasins quand même à Paris qui sont dédiés à la collection d'objets. Alors vous voyez, c'est les collections de chats. Alors on trouve ça devient très courant, des chats dans toutes les matières possibles et de tous les pays du monde. Enfin, vous voyez, qui deviennent, j'insiste, finalement des expressions de l'intimité avant tout. Et puis toute une sociabilité va se développer autour. Là, je vous ai mis un journal qui s'appelle Le Bibelot, en fait, qui est financé entièrement par des marchands, mais qui propose des mises en relation de collectionneurs pour faire des échanges de timbres, d'armes, de bibelots divers. Je vous épargne tous les sujets possibles de collection au 19e siècle, mais en gros, aucun objet n'échappe à la collectionnite de la période. Dans cette économie, vous le voyez, des objets qui portent des récits, évidemment l'exotisme va tenir un rôle extrêmement important. Je vous préviens tout de suite, je vais y passer de façon beaucoup trop rapide, mais parce que c'est un sujet colossal. Mais en tout cas, juste pointer une chose, c'est que on a souvent un récit du japonisme, etc., vu depuis l'histoire de l'art. Ce qu'on se rend compte en travaillant sur les intérieurs, c'est que ce sont ce goût des objets exotiques vient très tôt, et va en gros parsemer l'intérieur de récits. Je vous ai mis là un tableau de 1877 de Tissot. Je ne sais pas si vous le voyez, vous avez en bas une peau de tigre, vous avez une lampe montée sur une poterie chinoise, et puis derrière vous avez un masque océanien, sans doute, peut-être africain. On n'arrive pas, j'ai montré à plusieurs personnes, c'est pas très doux.
pourquoi je vous dis ça ? On n'est pas en présence de collectionneurs qui vont construire des collections savantes, artistiques. C'est plutôt l'idée d'avoir un intérieur où on rassemble un peu des bribes du monde entier qui vont raconter des histoires assez fortes. Il ne faut pas oublier que ça se développe avec le tourisme de plus en plus extensif. Et à Paris, on va avoir très très vite quantité de marchands d'objets exotiques. Et ça donne ce genre de boutique avec, vous le voyez, une mise en récit très forte. Là, on est boulevard Saint-Germain et rue du Sommerard, chez Bobon. Donc, en gros, on est dans des beaux quartiers, des boutiques fréquentées par la très bonne société. Et vous voyez l'espèce de capharnaüm qui est mis en scène. On met en scène la trouvaille dans ces espaces-là. C'est-à-dire qu'il faut que l'achat lui-même soit une aventure forte qui va charger de sens l'objet qu'on ramène chez soi. J'ai trouvé, c'est assez frappant dans les archives, c'est qu'en gros très souvent ces espaces donc sont en désordre et plongés dans une espèce de pénombre, alors même que dans la réserve derrière, vous avez l'électricité ou le gaz, enfin c'est les conforts modernes en gros. Donc voilà, donc il y a une mise en scène de ces récits d'aventure en quelque sorte, et là c'est un marché extrêmement extensif, et en gros pour aller vite, dès 1860, vous n'avez plus aucun pays, aucune culture qui échappe à ce goût de l'objet exotique. Donc on trouve dans les intérieurs des objets amérindiens, des objets d'Océanie, voilà. Avec le goût de l'ethnographie en plus qui se développe. Et donc il devient extrêmement excitant d'avoir, je sais pas, un arc indien, une guitare nègre, selon la typologie de l'époque, qu'on va trouver dans les intérieurs et qui sont, vous le voyez, à chaque fois des mises en récit extrêmement fortes. Avec, voilà, je vous mets ça, je vais aller très vite, mais tout cet imaginaire des objets qu'on ramènerait, donc des objets authentiques qui seraient ramenés à Paris, et on fait des mises en scène de déballage d'objets, de caisses d'objets, et on annonce toujours voilà, la dernière livraison avec, je ne sais pas si vous le voyez en bas, des choses moins rigolotes, mais on met en ah pardon, j'ai laissé les légendes en anglais. Mais voilà, au moment du massacre des Arméniens, on dit venez, la place de Clichy a plein de tapis authentiques qu'on a récupérés. Voilà, bon. Voilà, c'est une vision du monde. En tout cas, cette idée qu'on va récupérer des objets authentiques, et j'insiste, des objets hors du système marchand capitaliste qui se développe, c'est-à-dire des objets qui seraient innocents en quelque sorte, des objets traditionnels et innocents. Ça va toucher, y compris évidemment la Bretagne, la Normandie, enfin toutes ces terres lointaines et arriérées, je reprends les termes de l'époque. J'en viens, donc c'est pas de... vous avez grand boom de ces objets, et vous voyez pour des transformations, enfin une espèce de décalage comme ça très fort, je ne sais pas si vous voyez la baratte à beurre transformée en porte-parapluie ou ce genre d'aménagement extrêmement courant. C'est une boutique qui est dans le 16e arrondissement, rue de Longchamp, donc on n'est pas du tout du côté du bricolage paysan, on est vraiment du côté des beaux quartiers où il devient extrêmement exotique et séduisant d'avoir du rustique. Un autre objet qu'on va trouver partout, par exemple, c'est les rouets, et s'il y a un objet qui incarne l'âge avant l'industrialisation, c'est bien le rouet. Donc voilà, une valorisation de ces objets rassurants, on va dire, mais qui portent des récits extrêmement forts, d'espace en quelque sorte archaïque, pour dire les choses, encore une fois, avec les termes du 19e siècle. L'autre type d'objet qui va devenir extrêmement omniprésent, c'est les antiquités, et on peut dire que c'est une invention véritablement du 19e siècle. Le terme n'est pas une invention, mais le fait de considérer qu'un objet peut avoir une valeur simplement parce qu'il est ancien, c'est une invention du 19e siècle. En gros, la valeur d'ancienneté prend le dessus sur la valeur artistique. Et pour faire très court, à partir de 1850, n'importe quel objet, s'il est ancien, c'est-à-dire s'il est d'avant la Révolution, devient intéressant, devient un témoin intéressant. Et on va se mettre à accumuler, je reviendrai sur ces cartes, mais peu importe, on va se mettre à accumuler des centaines et des centaines d'objets anciens. Va se développer le métier d'antiquaire qui se distingue de celui de brocanteur. Le brocanteur, c'est celui qui vend des objets qui perdent de la valeur avec le temps. L'antiquaire, les objets qui gagnent de la valeur avec le temps. Ça fait comme une vraie différence. Ça se construit en gros dans les années 1840. Et on va avoir à Paris des centaines, et Paris va devenir une capitale assez importante de l'antiquariat. On va vendre tous ces objets. C'est le grand moment où on ratisse toutes les
provinces, toutes les campagnes, tous les châteaux, voilà. Alors là, on a des correspondances commerciales très claires, on voit des échanges, et il faut se dire que par train débarquent tous les jours à Paris des bribes du passé venues de toute la France et de toute l'Europe. Là, ce sont des photos faites par des antiquaires pour faire la publicité de leurs objets. En fait, ils font des photos donc, de leurs objets anciens, ils les font circuler dans leur clientèle, et ça donne ces intérieurs où s'accumulent des objets de toutes les périodes. L'autre chose à signaler, j'accélère un tout petit peu, c'est qu'on va rechercher aussi une nouvelle apparence dans les intérieurs, ça va être très important, c'est la patine, c'est-à-dire qu'on va rechercher des objets, et c'est nouveau aussi, qui portent la marque du passé, c'est-à-dire qui ont enregistré le temps qui passe. Je vais essayer peut-être de changer de micro, je sais pas si c'est mieux. Pendant très longtemps, quand on restaurait un objet ancien, on le remettait à neuf. À partir des années 1850, on va restaurer en vieux, ce qui devient assez compliqué comme idée. On va même inventer, vous le savez, la cire pour entretenir les meubles, la cire patine, ou la cire qu'on appelle la cire antiquaire. Et plus vous nettoyez, plus ça vieillit l'objet. C'est assez compliqué, mais en tout cas, il y a cette valeur extrêmement forte accordée à l'ancienneté, l'ancienneté visible des objets. J'ai pas besoin de vous dire que ça donne lieu à une production de faux absolument massive. Le Faubourg Saint-Antoine va prendre sa part très convenablement dans cette activité. Et vous avez tout un tas... Alors pour le coup, on a des mémoires d'antiquaires qui expliquent comment ils travaillaient. Et ça va être c'est assez sophistiqué ce qui se met en place. On patine les objets, on les met en scène en les couvrant de poussière, etc. Voilà. Notamment, un antiquaire raconte qu'il avait 8 sortes de poussières différentes selon la période qu'il voulait évoquer. Donc voilà, toute une économie. En tout cas, ce qui compte, c'est pas tant que ce soit faux, dans un sens, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que ça racontait aux possesseurs, et ça racontait cette histoire du temps qui passe, avec cette idée que la patine était la chose la plus authentique quand même, qu'elle était inimitable, puisqu'elle était un enregistrement du temps qui passe. J'ai pas besoin de vous dire que derrière ça, il y a un enjeu social qui est de posséder l'histoire, en quelque sorte de vivre dans la familiarité avec l'expérience de l'histoire. C'est très très fort ça dans tous les textes de la bourgeoisie, cette idée qu'il faut apprendre à vivre au quotidien avec l'histoire, c'est en quelque sorte se construire une sensibilité historique. Et vous savez que l'histoire dans l'éducation de la bonne société au XIXe siècle est extrêmement centrale. Vous dire aussi c'est le moment où on va se mettre à recouvrir les appartements, les intérieurs de boiseries, etc. anciennes. Donc on achète du mobilier ancien, notamment à Drôme. On achète aussi, là l'affiche vient des archives de Paris, on achète aussi de la boiserie. Ça tombe bien puisqu'on est quand même dans la période haussmannienne où on détruit beaucoup, et notamment aux Franches de Paris, on détruit beaucoup de vieux châteaux. On va démonter toutes les boiseries, on va démonter les poutres, et on va les réinstaller dans des intérieurs. Voilà, c'est le cas, par exemple, il y a un gros boom sur ce marché-là au moment de l'achèvement du boulevard Haussmann, puisqu'il y a une demande très forte pour vieillir les appartements avant de les vendre. Bon. Donc vous avez quantité de magasins. Là, c'est une vue du magasin Carlian, de la maison Carlian. Les deux en même temps, et c'est mieux comme ça. Bon, pardon. C'était pour essayer d'éviter de l'arsène. Là, je crois que ça marche plus. Comme ça, bon. Oui, là c'est bon. On va voir. Merci. La maison Carlian, vous voyez, qui proposait des centaines de boiseries, de morceaux d'architecture qu'on pouvait incruster dans sa façade, etc. Dans cette idée aussi, je vais passer très vite, mais évidemment, ça donne lieu à tout un tas de faux, je l'ai dit. Puis à une chose qui n'est pas du faux, qu'on assimile souvent au faux, mais c'est faux. C'est la pratique, ce qu'on a appelée clunisienne, qui est un tel investissement dans une telle fétichisation des traces du passé que on va accepter l'idée qu'on peut prendre quelques morceaux de meubles anciens, et à partir de là de reconstruire des objets, et que finalement, comme dans un reliquaire, le morceau authentique va communiquer l'histoire à l'ensemble. En gros, c'est des romans historiques, des morceaux de vrai avec plein de faux autour. Et ça donne ce genre de meuble. Je ne sais pas si vous voyez, on prend un fauteuil et puis on en fait un canapé. On prend, on développe, on déploie en quelque sorte le passé. Il faut vous dire que dans le même temps, et je
passerai à la dernière partie dans une seconde. Dans le même temps, on va développer la reproduction de meubles anciens. On l'a oublié, mais l'industrie parisienne, pour la très grande majorité, se consacre à la copie de meubles, à la reproduction à l'identique. Je ne sais pas si vous voyez la publicité de Bovary. Tout en haut, vous avez reproduction de meubles anciens et la publicité se termine sur meubles authentiques. Ça vous donne à peu près la palette. Et il y a une chose qui va être très importante, c'est que les musées qui se développent et qui se construisent à ce moment-là vont être les référents. C'est-à-dire qu'en gros, on va commander des meubles présents et visibles dans les musées. D'accord ? Et s'il y a un tel soutien de la bourgeoisie au XIXe siècle au musée des arts décoratifs, c'est peut-être pas pour rien. C'est que c'est en quelque sorte un répertoire de formes collectifs. Et les catalogues, comme vous le voyez en bas, les catalogues de fabricants de meubles vous mentionnent clairement, Commode Louis XVI, musée du Louvre, donc ça vous mentionne même l'endroit où vous pouvez le trouver, etc. Il y a cette idée qu'on va reproduire à l'identique, d'autant qu'on a tout un tas de techniques qui se sont développées qui permettent ce travail. C'est important dans l'imaginaire de l'époque de posséder des duplicata, en quelque sorte, des facsimilés d'objets conservés dans les musées. Et vous savez qu'à partir des années 1840, on va mettre au point tout un tas de techniques qui permettent des reproductions, notamment des volumes. Ça va être vrai... alors, le moulage n'est pas une nouveauté, c'est très ancien. Il se développe un peu autrement, c'est-à-dire qu'on va mettre au point le moulage à la gélatine, qui permet de faire des moulages beaucoup plus fins. Et puis surtout, dans le même temps, on va développer, et c'est le fameux système Colas, des moyens de reproduire en réduction. En gros, ce qui permet d'avoir la Vénus de Milo sur sa cheminée, pour dire les choses rapidement. Il y a un endroit formidable, on parlait des endroits qui vont fermer, où les archives risquent de se perdre. C'est la maison Lorenzi qui est installée maintenant à Arcueil. C'est les photos que je vous ai mis là, et qui conservent des milliers de moules du 19e siècle. Et des archives qui vont avec, et qui donnent très bien une idée de ce qu'on pouvait trouver. Et vous avez la Vénus de Milo, je ne sais plus, il y a 7 tailles différentes. Vous aviez énormément de marchands qui produisaient ça dans Paris. Évidemment, Barbedienne, que vous connaissez tous, le bronze Barbedienne était un incontournable dans la bourgeoisie, mais en fait, on avait des centaines comme ça de production, et en réduction, vous voyez, pour avoir le Laocoon chez soi, il faut au mieux des techniques de réduction relativement efficaces. Et on peut au passage réduire aussi ses ancêtres. C'est pas une technique Givaro, ça permet de créer des hiérarchies. Ça, c'est très fort aussi dans les testaments. En gros, le buste taille réelle est donné aux descendants directs, et puis les réductions aux cousins, etc. On va trouver ça dans absolument tous les intérieurs. Je vous ai juste mis ça parce que je trouvais qu'au Petit Louvre, il n'y a pas grand-chose à rajouter, tout est là. Réduction d'après les originaux. Dites-vous que dès 1860, on a à peu près des copies et des reproductions de tout la statuaire du Louvre, et qu'on va trouver vraiment dans tous les intérieurs. On va avoir la même chose avec la peinture. On l'a oublié, mais on a une économie de la copie en peinture qui est extrêmement massive. Là, c'est un peu deux genres différents. À gauche, c'est la maison Goupil, qui était en gros une maison qui reproduisait des tableaux, mais de façon un peu luxueuse. Reproduction en lithographie extrêmement soignée, à différentes tailles. De l'autre côté, c'est le versant petit bourgeois, on va dire pas cher. Vous voyez, c'est dans un catalogue de meubles. Les peintures sont vendues comme des meubles, c'est assumé comme tel, avec des prix fixes, ce qui est assez étrange pour la peinture. Et en fait, les prix sont fixés selon le format et la difficulté du sujet. La difficulté, les paysages sont moins chers que les scènes religieuses, etc. etc. Donc, toute une économie. Et vous avez, faut pas l'oublier, quantité d'ateliers à Paris. On produit à la chaîne, comme ça, de la peinture meublante. On précise d'ailleurs qu'on peut vous la protéger pour éviter le gras de la salle à manger. Ça meuble véritablement. Et puis n'oubliez pas, j'évoquais le fait qu'il y avait 4000 peintres en activité à Paris. N'oubliez pas que sur ces 4000 peintres, énormément travaillent à la copie, à l'huile de peinture. Ce qui fait que vous trouvez dans tous les intérieurs bourgeois, et quand j'ai démarré, j'étais un peu perdu. On vous marque un Rembrandt, etc. Je me suis dit, bon.
on tombe sur des choses absolument incroyables. En fait, non, voilà, évidemment, on ne précise pas que ce sont des copies, mais vous vous rendez compte que vous avez des copies dans vraiment tous les intérieurs et qu'on pourrait sans doute écrire une autre histoire du goût à partir de cette production de copies. Pour finir, je vais passer sur ça. Voilà, je m'excuse. J'ai oublié de regarder l'heure. Oui, il est temps que je m'active. Dernière question, c'était comment, parce que je le disais au début, c'est très frappant, la cohérence et le conformisme en quelque sorte de ces intérieurs. Et donc ma question était assez simple finalement, c'est comment on partage une culture matérielle. Mais ça pourrait se poser pour plein d'autres groupes sociaux, en sachant qu'on est dans un espace de plus en plus fermé, de plus en plus protégé. Alors évidemment, il y a la visite chez les amis, etc., qui fait qu'on voit des intérieurs, qu'on imite, etc. Mais ça ne suffit pas, c'était en tout cas mon hypothèse. Et j'étais très frappé de voir la place que prenaient les tapissiers. Dans le second 19e siècle, je vous ai mis ici des plans d'appartements produits par des tapissiers. Et donc vous voyez qu'en termes de conformisme, c'est-à-dire on place les objets pièce par pièce. Vous avez un placement extrêmement précis de chaque meuble. Ça donne une idée du contrôle qu'on essaye d'avoir sur ces espaces. C'est qu'en fait, je vais revenir quand même rapidement à cette image, les tapissiers vont jouer un rôle au quotidien extrêmement important pour gérer, contrôler les espaces. En fait, quand on regarde les archives privées, on a des tapissiers qui viennent quasiment, enfin pas quasiment, qui viennent tous les mois, qui passent et qui vont réparer une laque ébréchée, une peinture écaillée, repriser une tenture. Je vous ai mis ces deux images. Pourquoi c'est l'idée qu'il y a un ordre domestique qui se fige, c'est-à-dire chaque objet, comme on peut le voir là, a une place. Et du coup, moi, ce qui m'avait frappé, c'était de voir, par exemple, pour les enquêtes policières à la fin du 19e siècle, chez Bertillon, on explique que, évidemment, dans l'image que je vous ai présente là, on est dans la petite bourgeoisie, toute petite bourgeoisie. On dit, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et il y a eu un problème. Donc, j'ai mis énormément de temps à trouver. Et c'est qu'il y a un tiroir qui est légèrement plus ouvert que l'autre, et deux, que le timbre pour sonner les domestiques est par terre. Voilà. Et donc, le policier part de l'idée qu'évidemment, c'est une scène de crime, quoi. En gros, voilà. Donc, ça dit quoi ? Ça dit qu'il y a un ordre domestique qui se met en place, un contrôle extrêmement fort. En tout cas, qu'il y a une culture partagée de cette mise en ordre. Et quand on regarde les choses de près, j'y reviens, ce sont les tapissiers. Pour faire très court, les tapissiers dans le premier 19e siècle sont ceux qui vont revêtir les meubles de tapisserie. Donc, c'est vraiment des artisans marteau à la main. Fin 19e, la bascule est assez rapide finalement, ce sont des tapissiers décorateurs, en gros des décorateurs d'intérieur. Ce qu'on voit, c'est qu'entre les deux, ils vont participer à gérer en quelque sorte le décor, c'est vraiment dans cet esprit-là, organiser le décor, gérer le décor. Ce sont des agents extrêmement importants en fait, notamment, je vous parlais de l'électricité, c'est très souvent les tapissiers qui installent l'électricité au début, qui montrent comment la rendre séduisante, qui vont louer les piles pour une soirée, par exemple, pour une réception mondaine. Alors là, c'est un exemple. On loue un petit chariot avec des piles pour organiser une réception mondaine. Et le lendemain, le tapissier repart avec les piles et va aussi remettre en ordre tout l'appartement de façon convenable. Donc, un accompagnement extrêmement fort qui va se doubler de la naissance d'une figure artistique. Je fais très court aussi. 1830, je schématise, mais 1830, le tapissier travaille avec un marteau et des clous, des ciseaux, un marteau et des clous. Après les années 1860, les tapissiers des beaux quartiers sont des dessinateurs. Se forment au dessin géométrique et artistique. Et c'est très frappant, pour le coup, on voit quand on travaille sur les faillites ici, un peu plus tardive, vous avez des espaces de tapissiers décorateurs où ce sont des cabinets de dessin, d'accord, de projets, et ils vont embaucher des artisans, mais ils vont ils vont s'occuper, c'est pas simplement, de la décoration. Donc vous voyez, on passe d'un artisan à un artiste, en gros. Vous vous rappelez que c'est au même moment où naît le grand couturier, donc c'est en gros des figures, des guides du goût, pour dire les choses simplement, et les tapissiers décorateurs vont jouer le jeu aussi, de se présenter comme extrêmement excentriques, extrêmement
excentriques mais pas trop, comme des hommes de goût, comme des hommes cultivés. Tous font la publicité sur le fait qu'ils ont suivi des études d'histoire de l'art, etc. Et c'est très frappant de voir que jusque dans la petite bourgeoisie, c'est pour ça que je vous mettais ce document-là, il y a la comptabilité qui va avec ici. On voit que jusque dans la petite bourgeoisie, il faut avoir son tapissier décorateur, même si c'est pour lui demander très peu de choses. C'est une sorte de guide absolument indispensable qui va vous accompagner comme ça au quotidien et qui va régler en quelque sorte votre décor et qui donne, vous l'avez bien compris, naissance à la figure du décorateur autour en gros de 1890. Ce qui va aller avec, ça va être le développement, j'accélère un peu, le développement de grandes maisons de tapissiers décorateurs, puisque l'avantage, en quelque sorte, d'avoir un tapissier décorateur de génie, c'est qu'il peut avoir sous sa coupe plein de petites mains. Je ne sais pas si vous voyez la structure là que j'évoque. En gros, quand vous avez l'artisan qui va couvrir, c'est des petites unités de production. Là, vous allez avoir de plus en plus des grandes maisons avec des grands noms et avec un homme médiatique à sa tête. Et puis, en dessous de lui, plein de petites mains. Vous le savez, c'est exactement la même chose dans la couture qui se développe à ce moment-là. Et donc, des maisons un peu pour tous les publics bourgeois. Là, ce sont les archives de la maison Soubrier, plutôt pour la moyenne et la petite bourgeoisie, mais c'est quand même, par exemple, la maison Soubrier qui fait l'hôtel Ritz, donc vous voyez, on navigue donc quand même. La maison Soubrier existe toujours, maintenant c'est une maison spécialisée dans décor de théâtre, de cinéma et de publicité. C'est un endroit formidable, si vous pouvez aller faire pas tous ensemble, mais un saut, en fait, c'est un faux immeuble, j'en reparle dans une seconde. Ce qui est très intéressant dans leurs archives, si vous voyez là ces albums au fond, ces gros albums, ce sont des albums de modèles en fait qui sont proposés à la clientèle. Ça donne ce genre de choses. Je vous ai mis ce document parce que je trouvais que c'est rarement assumé comme ça. Ameublement Soubrier, série bourgeoise. Comme ça, il n'y a pas il a pas d'ambiguïté. Ne pas couper, c'est énigmatique. Mais vous avez comme ça des albums où on va vous présenter les modèles, on va vous présenter les modèles possibles, on va vous présenter les modèles qui ont été déjà choisis avec le nom des gens qui les ont déjà choisis. Donc vous voyez que l'imitation sociale fonctionne à plein. Des albums dessinés, des albums de photos, et puis on va vous présenter les maquettes. Donc ça c'est toujours chez Soubrier, qui ont servi à souvent des palais, des belles réalisations. Et on va vous montrer aussi des photos d'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas mis là, mais si, parce qu'elles sont là. Voilà, pardon. Non, bon, je les ai pas mises, je les ai oubliées. Croyez-moi. Vous avez des photos aussi d'intérieur qui sont des sortes d'appartements témoins que les tapissiers montrent pour servir de modèle. Dans le même temps, vont se développer le pendant physique, on va dire, les showrooms. En gros, c'est les années 1860 où on invente véritablement les showrooms. Les showrooms, c'est-à-dire des fausses pièces d'habitation qu'on va pouvoir visiter. Vous le voyez ici, vous avez Balny. C'est assez frappant. Pour la rue du Faubourg Saint-Antoine, pareil, je fais court, 1830, la rue Saint-Antoine, la bourgeoisie ne s'y aventure pas. C'est des rues ouvrières, il y a quand même le souvenir de la Révolution. C'est des rues sales, mal pavées, souvent sans trottoir. 30 ans plus tard, vous avez des rues fréquentables, où on va avoir des trottoirs qui permettent d'admirer les vitrines sans danger. Et donc tous les grands marchands, toutes les grandes maisons du Faubourg Saint-Antoine vont comme ça créer sur rue, et on en a des restes aujourd'hui, vous connaissez ça, des espèces de faux appartements. Je ne sais pas si vous voyez en bas la fausse chambre à coucher qu'on va apercevoir à travers les vitres et qui vous donne des modèles d'intérieur, des modèles de décoration, d'ameublement. Et puis on va rejeter le travail dans les parties arrière des bâtiments. Donc le showroom sur rue, le showroom vitrine va se développer, et puis les showrooms qu'on va visiter, vous parliez de la maison Soubrier, par exemple la maison Soubrier s'en fait une spécialité, mais c'est tous les fabricants du Faubourg Saint-Antoine. On va multiplier les petites pièces et ça donne chez Soubrier cette chose très étrange. Vous pourriez penser que c'est un immeuble d'habitation. Non, c'est un immeuble commercial, c'est-à-dire qu'en fait, ça imite un immeuble bourgeois d'habitation, assez, vous voyez, moyenne bourgeoisie, rien d'effarant. En fait, derrière, ce sont des appartements
Soubrier qu'on va pouvoir visiter. Donc, on visite des successions de pièces meublées par Soubrier et vous allez pouvoir choisir votre modèle d'aménagement. Et en gros, l'idée, c'est d'acheter l'ensemble pour éviter toute faute de goût. Chez Soubrier, et c'est vrai, la publicité annonce chez Soubrier 100 pièces aménagées. J'ai longtemps cru que c'était une publicité mensongère. En travaillant sur les archives, c'est vrai, il y avait véritablement 100 fictions de pièces. Donc vous passiez, vous voyez, le vestibule, voilà, 10 vestibules différents, 10, etc. En gros, le showroom, comme ça, devient un modèle. Soubrier va payer plusieurs personnes pour créer de la vie, mais c'est vrai chez tous les... Donc on va dans les intérieurs présenter du mobilier, mais il ne faut pas que ce soit trop sec non plus, donc on va laisser traîner les journaux, mettre des plantes, enfin une espèce de simili-vie comme ça, qui donne l'impression qu'on rentre dans des espaces intimes. Parce que c'est bien la question, c'est voir de l'intimité de façon intime et en même temps accessible au public. Avant-dernier, j'accélère, un autre espace qui va considérablement compter, c'est le théâtre de boulevard et le vaudeville, le théâtre bourgeois de vaudeville, puisque je fais court, mais se multiplient les pièces qui se passent à la période contemporaine à ce moment-là. Vous savez que toutes les quantités de pièces commencent par à Paris de nos jours, voilà, c'est le cadre. Et en fait, dans ces espaces, dans les théâtres privés, donc après 1854, après la libéralisation du théâtre à Paris, vous allez avoir quantité de pièces qui sont meublées par des tapissiers. En fait, elles sont toutes meublées par des tapissiers. C'est juste pour vous montrer quand même que dans les revues de théâtre, c'est souvent ça les photos qu'on a. C'est-à-dire que le décor compte autant que ce qui se passe dans les décors. Et y compris en bas, c'est la Comédie Française. Hein. D'accord ? Donc vous avez une photo du mobilier commentée largement, etc. Et ça donne ce genre de publicité. Je ne sais pas si vous le voyez. Le spectacle a été meublé et décoré par les studios Lutetia de la Galerie Barbès, etc., etc. Dans tous les programmes de théâtre, regardez si vous en croisez, on vous indique d'où viennent tous les objets, toutes les robes, etc. D'accord ? Donc c'est vraiment du placement produit, en fait, ça s'appelle comme ça. Hein. Extrêmement sophistiqué, extrêmement bien fait, avec cette idée très forte on va voir sur scène de très beaux décors, et puis on va voir aussi comment on évolue dans ces décors, y compris comment l'amant se cache sous le... etc. Mais voilà, une espèce comme ça, de mise en scène de l'intimité exhibée qu'on va pouvoir voir. Je vais vite, mais vous voyez, vous avez vraiment la liste là de les tapis du deuxième acte sont de la maison machin, etc. etc. Et ça donne ça quand même, ça aboutit en quelque sorte à ça. 1882, la maison Duval, c'était un grand tapissier des boulevard de la Madeleine. Donc là, il fait sa publicité sur le fait qu'il a travaillé pour plein de gens prestigieux et qu'il a suivi des cours d'histoire de l'art. Jules Duval se fait aussi metteur en scène et monte des spectacles, des pièces de théâtre. Voilà. J'ai pas besoin de vous dire que les pièces de théâtre, si vous les lisez en littéraire comme ça, c'est assez douloureux, on va dire. Si vous les lisez sous cet angle-là, vous comprenez pourquoi il y a 16 décors différents qui défilent, déjà. Et voilà, donc en gros, on change de décor toutes les 10 minutes, quoi. Et évidemment, le commentaire dans la presse porte plutôt sur le décor que sur l'histoire. Surtout que l'histoire, une des premières pièces qui monte s'appelle Le Marchand de son honneur. Vous voyez, donc en plus, c'est sur la probité marchande. Donc voilà, mais en tout cas, cette idée qu'on va mettre en scène, et puis on va utiliser, je vais aller très vite, mais les intérieurs d'actrices qui font partie des rares intérieurs qu'on accepte d'exhiber publiquement. Je résiste pas quand même, mais parce que ça dit quelque chose, c'est pas seulement anecdotique et voilà. La première grande série de photos comme ça d'intérieur d'actrices, c'est Eugène Pirou, qui est celui qui invente en même temps le cinéma érotique. D'accord ? Donc ça dit quand même quelque chose sur ce fantasme qui s'attache à la fois à ces personnes et à leur intimité. Et ça donne toutes les revues, je vais parler là simplement de l'image de droite, toutes ces revues féminines qui explosent autour de 1890, où on propose des visites à domicile, notamment d'actrices ou d'écrivains célèbres, ou de voilà. On s'est longtemps demandé pourquoi il n'y avait pas de revues de décoration grand public. Pourquoi ça arrive si tard en fait? Ça arrive très tard, hein, ça arrive vers 1900. Avant, vous avez des revues de décoration, mais professionnelles. En fait, c'est que vous avez toutes les revues de mode qui n'arrêtent pas d'exhiber comme ça des intérieurs de célébrités. Un dernier espace. Est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête là ou pas? Non. Je dis un mot. Bon, je suis désolé d'être un peu long. Non, un autre espace où on va trouver ces intérieurs exhibés et le lien est très net.
c'est les ventes aux enchères, j'en parlais au début. Je dis le lien est très net parce que dans les grandes ventes à succès à Drouot, on va avoir les ventes d'actrices. Voilà. Lisez les mémoires de Sarah Bernard, elle raconte ça très bien. Elle vend son mobilier 3-4 fois, je crois, la totalité de son mobilier. Et ça marche très bien. Et vous voyez, on vient acheter des objets fétiches. Et voilà, elle explique que voilà, quand elle a des problèmes d'argent, elle organise une vente. Et donc, vous avez quantité comme ça de ventes d'actrices, plus ou moins vraies. Mais il y a cette idée qu'on va acquérir des objets comme ça dont on connaît l'origine. Drouot est installé à Paris en 1852. D'accord. Avant, il y a des ventes aux enchères, mais éparpillées en ville. 1852, on centralise. Et donc, ça devient vraiment une machine à fabriquer de la culture matérielle. D'autant que Drouot, vous le savez peut-être, est séparé du coup en 2 étages. Je fais court, mais le rez-de-chaussée est réservé aux pauvres et aux marchandises bas de gamme, le charbon, les vieux vêtements, etc. Et le premier étage a toutes les pièces prestigieuses, mais y compris le mobilier. Il ne faut pas penser du tout qu'on vend que de la peinture. Je vous le disais, on a les archives ici de Drouot. Le gros des ventes concerne du mobilier, en fait. Hein. Voilà, les ventes de peinture sont importantes, mais exceptionnelles. Et je vous disais qu'il y avait un lien très fort, puisqu'on va organiser Drouot comme une salle de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une scène avec des acteurs, on surgit des coulisses. Enfin, vous avez des portes qui claquent comme dans les vaudevilles. Et puis un public assis en silence, comme au théâtre. D'accord. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Hein. Avant, vous aviez une espèce de grande table et les gens circulaient autour des objets. Là, vous avez véritablement une mise en scène théâtrale. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à Drouot, vous avez toujours quelques jours avant une exposition qui précède, extrêmement importante. Et on va faire ce qu'on a oublié un peu. Enfin, je vais pas assez souvent à Drouot pour savoir si ça se pratique encore vraiment, vous me direz, mais on fait des faux intérieurs, des espèces de coins comme ça qui reconstituent des intérieurs d'artistes, des intérieurs de... Voilà. Toujours, bon, ok. D'accord, bon. Oui. La libéralisation a changé les choses, mais les ventes aux enchères se portent toujours plutôt bien. C'est donc un espace important qui fonctionne comme, à mon avis, comme le théâtre. Encore plus important, c'est qu'on y fabrique une valeur collective. C'est-à-dire le jeu des enchères fait que si tout le monde se met d'accord sur notamment les antiquités ou les objets exotiques dont on a du mal à définir le prix, si collectivement les enchères montent, c'est que collectivement on accorde une valeur à ces objets. Et donc Drouot va vraiment fabriquer la valeur de tous ces objets que j'ai évoqués juste avant. Et les ventes aux enchères, donc là pas Drouot, vont permettre aussi de visiter. Très souvent, on va organiser des ventes à domicile et les 2-3 jours avant, on peut aller visiter. Relisez Alexandre Dumas, la Dame aux Camélias, 1848. On raconte comment une foule bourgeoise se jette dans un intérieur d'actrice qui va passer aux ventes aux enchères et comment tout le monde observe, regarde, touche, repère des objets, etc. C'est extrêmement ordinaire, en fait, ce que décrit Dumas, et on le retrouve sur toute la seconde partie du 19e siècle. On visite, des fois sans acheter, mais des intérieurs par ce jeu des ventes aux enchères. Et encore une fois, on a des sources suffisamment détaillées. Dernier point, pour de vrai, tout un monde qui va jouer aussi un rôle extrêmement important, c'est le monde de l'art. Je vous ai parlé de ces 4000 peintres, vous voyez, qu'on retrouve régulièrement. Ils vont jouer un rôle aussi extrêmement important dans la mise en valeur et la mise en récit des objets. D'abord, ils vont être des inventeurs d'objets extrêmement importants. Vous savez qu'ils jouent un rôle très important dans l'invention des antiquités, en accumulant des objets anciens pour faire de la peinture archéologique ou historicisante. Et ils vont jouer aussi un rôle très important, vous le savez, pour les objets exotiques en collectionnant des objets orientaux, etc. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'une grande partie de ces peintres revendent leurs objets et souvent revendent leurs objets avec leur peinture. C'est-à-dire vous achetez un espèce de package, en gros, qui regroupe la peinture et les objets, et qui sont des objets authentiques qui servent à authentifier la peinture, et, vous voyez, et la peinture en même temps valorise les objets, une espèce de jeu d'aller-retour.
au point qu'on trouve quantité, on les trouve très bien ici, c'est très documenté ici, grâce aux archives de la Chambre de commerce, quantité de peintres qui deviennent en fait des antiquaires ou des marchands de curiosité à partir des années 1880, simplement parce que la concurrence du côté de la peinture est est trop dure, et donc vont mettre en place un commerce d'objets. Ils vont organiser énormément de ventes aux enchères, et pareil, on parle des ventes de tableaux. Il ne faut pas oublier qu'on vend énormément de ce qu'on appelle des objets d'atelier. C'est en fait tous les objets accumulés. Là, je ne sais pas si vous voyez Brissot de Varville, par exemple. C'est une vente, je vous l'ai mise pour ça. On ne vend pas une seule peinture. On vend tout le reste, tout ce qu'il y a dans un atelier, mais pas la peinture. C'est que les ateliers deviennent ces espèces de réservoirs d'objets authentiques, choisis par des artistes, donc avec un regard cultivé, et puis en plus valorisés par la peinture. Et j'ai oublié de préciser une chose, c'est aussi le moment où les ateliers de peintres s'ouvrent à Paris, c'est-à-dire où on va, en bourgeoisie, aller un jour par semaine, chaque peintre a son jour, on va aller visiter les ateliers pour acheter de la peinture, mais aussi pour découvrir ces espaces un peu merveilleux, bohèmes et en même temps très cultivés, au point d'ailleurs que quasiment, ça on le voit très bien avec les calepins du cadastre, notamment ici, quantité de peintres créent 2 ateliers. Il y a leur atelier de travail et puis leur atelier de réception, on appelle ça comme ça, qui sont des espèces de féeries, vous voyez, une espèce de monde qui mime à la fois la bohème et l'exotisme, etc. Mais j'insiste, ça devient un commerce extrêmement important. Alors voilà, je vous ai mis Émone, qui était un peintre qui devient antiquaire à gauche, et à droite aussi des associations commerciales très fortes. Par exemple, le Bon Marché travaille avec Jérôme à un moment, et en gros, c'est presque comme si les peintures de Jérôme étaient des catalogues d'objets qu'on peut retrouver au Bon Marché. Hein. C'est vraiment présenté comme ça, avec, vous voyez, une espèce de double légitimation. En gros, vous pouvez retrouver au Bon Marché les tapis que vous avez vus dans les peintures de Jérôme. Et ces alliances sont extrêmement courantes. Hein. Elles sont, vous le voyez, du même ordre que celles qu'on trouve au théâtre. C'est aussi que tous ces intérieurs d'artistes d'ateliers dont je vous parlais vont servir de modèle. Et dans tous les appartements bourgeois, vous avez un ordre extrêmement conventionnel et le coin artiste, extrêmement important, avec un désordre pittoresque qui montre qu'on n'est pas de convention, mais qu'on a une sensibilité artistique. Et donc on va voir dans tous les intérieurs, comme ça, un espèce de coin artiste qui est en général un coin où on va pratiquer l'art. Vous savez que ça devient une sorte d'obligation, en quelque sorte, après 1880. Et c'est très clair aussi, on voit ça dans les permis de construire ici, et j'en aurais terminé. On voit énormément d'immeubles bourgeois s'augmenter d'une verrière, d'ateliers d'artistes. Et pensez en gros que vous avez quantité d'opérations immobilières à partir des années 1870 même, qui vont se faire à l'aide d'artistes et à l'aide de ces ateliers. En gros, si vous avez des parcelles pas faciles à vendre, des expositions au nord, recherchées par les artistes, pas vraiment par les habitants, vous allez coiffer votre immeuble d'un atelier et ça va valoriser grandement l'immeuble. Voilà. C'est mieux d'avoir un peintre au 6e que des domestiques, quand même. Voilà. En termes de valorisation immobilière. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a une interaction, vous le voyez, entre les objets et les formes, c'est pour ça que je finis là-dessus, entre les formes architecturales, et que c'est sans doute dans l'articulation des deux qu'on peut essayer de comprendre ce qu'est habité en bourgeoisie le Paris du 19e siècle. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Je laisse tout de suite la parole à la salle pour des questions. Comme on est un peu débordé, pas trop de questions. Je suis désolé. Hein. Je voulais savoir, vous n'en avez pas du tout parlé, et donc qu'est-ce que ça signifie en fait, des objets religieux, de la place des objets religieux dans ces appartements? Alors, ouais, très bonne question. J'ai laissé les choses de côté parce que c'est assez troublant le fait qu'ils ont, dans la seconde partie du 19e siècle, relativement peu de place quand même. Ils sont quasiment tous relégués dans la chambre. Ça dit aussi quelque chose du rapport au caractère public ou non du religieux. Quasiment tous les objets de piété sont dans les chambres. Souvent d'ailleurs pas très loin des objets de piété familiale. Ils sont transmis avec grand soin.
Ça, par contre, voilà, dans les testaments, c'est extrêmement important. Ce qu'on voit aussi de façon assez troublante, j'ai essayé de travailler aussi sur les matières, voir quels matériaux étaient acceptés ou non dans l'espace intime, c'est de voir que tous ces objets religieux qui sont sacrés, et c'est clair dans leur mise en scène, peuvent être en n'importe quelle matière. Enfin, bizarrement, c'est-à-dire que la modernité matérielle des matériaux est acceptée. Donc on trouve des Christ en celluloïd, en aluminium, enfin toutes ces nouvelles matières. Notamment, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que la forme comptant plus, j'imagine, que la matière, on accepte ces formes-là. Mais donc oui, ça a une place importante. Et les tapissiers, pour le coup, on trouve assez régulièrement, mettent en scène, enfin participent à la mise en scène de ces objets par des éclairages, des choses comme ça. Mais j'insiste, ce qu'on voit très clairement, c'est que dans la seconde partie du 19e siècle, c'est vraiment cantonné dans l'espace de l'hyper-intime, quoi, c'est ce qui me semble se dégager, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds. Et toute religion confondue, hein. Je n'ai pas précisé, mais j'ai parlé des Christ, mais voilà, c'est pareil pour les familles protestantes ou juives, on trouve le même genre d'évolution. Ouais. Oui, je pense que vous avez porté votre jugement sur 1850-1900. Oui, jugement, j'espère pas. Je pense qu'il y a deux choses qu'on pourrait dire. Est-ce que la bourgeoisie essaye d'imiter l'aristocratie ? Là, il y aurait peut-être quelque chose à expliquer. Et puis après, est-ce qu'on peut dire que la bourgeoisie commence à avoir son propre goût, et à ce moment-là, elle va vers ce que l'on a appelé l'art nouveau, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, très bien. Alors, je vais répondre à rebours. L'art nouveau, à mon avis, n'est pas l'aboutissement d'un goût bourgeois. Quand on voit les commanditaires de l'art nouveau, etc., voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est extrêmement... ça représente très peu de choses dans la société. Hein, en termes de... Oui, c'est très, très restreint, une élite artistique. Vous dites ? Bourgeoise en... Oui, plutôt. Mais bon, une élite bourgeoise, voilà, cultivée, on va dire ça comme ça. Pour vous répondre, la réponse est un peu les deux. C'est-à-dire que je pense que la bourgeoisie, quand même toutes les pratiques le montrent, cherche à imiter l'aristocratie et la noblesse. Enfin, voilà, les tableaux d'ancêtres, voilà. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle réinvente complètement une aristocratie et une noblesse qui n'a pas existé. C'est assez classique. Et du coup, ça invente un goût très singulier. C'est-à-dire, par exemple, le goût des patines, cette obsession pour les objets anciens, on ne trouve pas de nobles, ou de la très haute aristocratie qui achètent des objets patinés au 19e siècle, par exemple. Donc il y a des frontières qui se construisent. Donc je ne pense pas que ce soit tant l'art nouveau ou une question de style. Je pense que c'est un rapport, par exemple, ce que j'ai essayé de dire à la patine, c'est un rapport au temps, un rapport à l'espace, un rapport, voilà. C'est plutôt ça, à mon avis, qui construit une singularité bourgeoise, plus qu'une affaire de style. Oui, en fait, tous les exemples que vous avez montrés montrent quand même une certaine propension de la bourgeoisie à vouloir coloniser en fait l'extérieur des rues par différents moyens, que ça soit par le biais des grands théâtres où on montre de l'extérieur l'intérieur des appartements tels qu'on souhaite on doit aménager, ou encore par le biais des espaces d'exposition, des grands magasins. Est-ce que vous pensez que cette propension à coloniser l'extérieur peut se marquer en matière architecturale ? Je ne sais pas si je vous suivrai sur le terme coloniser. Je vais essayer de répondre. C'est très clair qu'en gros, se construit au cours du 19e siècle des sortes d'enfilades comme ça, de fictions d'appartements qui sont assez vertigineuses. Puisque je ne vous l'ai pas dit, mais quand on va au théâtre, le théâtre renvoie à un tapissier qui lui-même vous propose des showrooms. Enfin, vous voyez, une espèce de... C'est un peu... Voilà, je rêve que je rêve que je rêve. Donc, il y a une sorte d'évolution de l'architecture dans ce sens-là, c'est-à-dire de proposer des espaces de fiction. Et encore une fois, il suffit de se promener dans tout le faubourg Saint-Antoine et vous avez ces espaces de fiction un peu partout. Donc ça change les boutiques, ça change le rapport à la rue,
c'est aussi le 19e siècle, le grand moment de la naissance des grandes vitrines. Donc oui, s'il y a une colonisation, c'est, je dirais plutôt un aménagement des boulevards, des rues, à des fins commerciales, ça c'est clair. Le développement du trottoir et la largeur des trottoirs est calée selon ça. Si on veut parler de colonisation au sens strict, une chose est sûre aussi, c'est je disais que pour le dernier voyage, on se crée ces espaces capitonnés. On voyage aux quatre coins du monde avec tout son monde bourgeois. C'est-à-dire on se promène avec une espèce de réduction de son appartement. C'est assez frappant de voir voilà, quand on voit l'inventaire des malles qu'on transporte avec soi en voyage. C'est assez vertigineux aussi, quoi. Et penser aux wagons Pullman, on voyage dans des univers qui sont vraiment des répliques à la fois des théâtres, des appartements, des clubs, des cercles. Donc, les cabines de bateau, absolument. Voilà. Oui, des vapeurs. Toutes les messageries maritimes développent des intérieurs qui sont du même type. Voilà, mais je pense qu'il y a du coup une espèce de proximité très forte, vous l'avez compris, entre des espaces des espaces théâtraux et des espaces de vie. Voilà, pour dire les choses. Voilà. Je voudrais savoir à quel moment apparaît le poêle prussien, là, ces magnifiques poêles en faïence. Est-ce que ce n'est pas à cette époque-là ? Si. Et dans quel type d'appartement ? Alors, je vous dis oui, non, ça apparaît plus tôt. C'est plus ancien que ça, les poêles en faïence. Alors, si je vois ce que vous évoquez, je suis passé très vite, mais effectivement, il y a un travail extrêmement fort, surtout le 19e siècle, pour réfléchir à comment on chauffe les appartements, comment on contrôle les atmosphères. Je le disais, je suis passé vite parce que c'est déjà été trop long. On a encore au début du 19e siècle des cheminées qui chauffent plutôt très très mal quand même. Voilà. Mais on développe toutes les études caloriques et on s'y intéresse. Donc on voit à la fois apparaître les poêles, mais qu'on considère comme étant très disgracieux dans les espaces publics. On en tolère notamment dans les salles à manger, vous en avez peut-être déjà vu, qui servent à maintenir les plats au chaud. Mais sinon, ce qui va se mettre en place très vite, c'est les calorifères. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir des bouches de chaleur dans les appartements et une chaleur qui va être produite dans les sous-sols le plus souvent, quoi. Voilà, donc on va chauffer au gaz très souvent de l'air qu'on va propulser dans les appartements. Voilà, qui va être un moyen d'avoir une chaleur constante et qui évite aussi d'amener du bois, du charbon, etc. dans les intérieurs. Voilà. Mais, alors, ça dépend. Pour les cuisines, oui. Dans la bourgeoisie. Dans la bonne société aussi. Oui, pardon, excusez-moi. Non, alors, moi, ce que j'ai peu trouvé justement sur les achats de charbon, de ce qui me semblait, mais c'est peut-être complètement une erreur de ma part, c'est que ça c'était très consommé encore dans les cuisines, mais d'accord, c'est noté. Bon, ok. Oui, chaudière au charbon, ça oui, effectivement, oui. Oui, absolument. Et chaudière à la cave, stocker à la cave, ça reste très courant, très tard. Oui. Oui, je voulais vous poser une question. Vous n'avez pas du tout abordé l'aspect sanitaire, les salles de bain, les toilettes. Oui. Comment est-ce que tout ça se passait ? Alors, absolument, j'ai choisi de couper certains pans. C'est évidemment aussi le siècle de ce confort-là, de l'hygiène et du confort. Tout ce que je disais au début sur déjà la privatisation des espaces, c'est très clair pour ce qui relève de la toilette. Vous avez une spécialisation des espaces, en gros des water closets et de la salle de bain. En gros, on bascule de la salle du cabinet de toilette à la salle de bain. Souvent, on va garder les deux d'ailleurs. Cabinet de toilette qui va être plutôt pour se coiffer, se maquiller, etc. Et puis la salle de bain pour véritablement se laver. C'est réaménager justement, quand on parlait, je disais au début, il faut essayer d'être attentif à comment un appartement reste de son temps. C'est très clair, c'est-à-dire que beaucoup de bâtiments construits dans les années 1850 n'ont pas de salle de bain et on va la rajouter après. Donc on va casser, on va remanier, etc. Et cette idée aussi que je signalais, on va de plus en plus chercher à ce que les domestiques ne soient pas là, n'accompagnent pas le bain, avec cette idée qu'on va être nu dans la salle de bain et qu'on va être nu seul.
voilà, une sorte de conquête de l'intimité. Donc ça demande toujours à ce que pour faire suite à notre discussion, que les domestiques aillent chercher du charbon à la cave pour chauffer les baignoires, etc. Mais on va trouver des systèmes qui vont permettre de gérer soi-même le débit d'eau chaude, etc. Donc une privatisation de tout cela, une manière d'escamoter tout ça, c'est très vrai pour les water closets où les garde-robes se développent. Alors là, vous avez des milliers de brevets déposés dans les années 1850, à partir des années 1850, toutes les techniques de chasse d'eau, pour dire les choses rapidement. Et il y a cette idée, d'un escamotage, mais qu'on gère soi-même. Et je pense que c'est une chose relativement importante. Et ce qu'on va trouver, puisqu'on parlait des showrooms il y a un instant, on va trouver énormément d'espaces qui vont se développer dans les années 1860 aussi, qui sont des sortes de showrooms du sanitaire, en quelque sorte. Ça va être vrai à Ménilmontant, parce qu'il y avait des grands fabricants comme Chevalier à Ménilmontant. Et là, on organisait des navettes omnibus pour aller directement dans les espaces, et puis après donc sur les boulevards, et vous aviez des démonstrations des usages des douches, des baignoires, des garde-robes, avec plus ou moins des mannequins, plus ou moins des mais vous aviez des démonstrations. Je dis ça parce que c'est assez compliqué de comprendre comment des nouveautés techniques comme ça finissent par être adoptées, comment on en comprend les usages. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à partir de 1880 se développent les modes d'emploi. Et alors là, pour le coup, on en trouve ici aussi. Dans les archives privées, on voit que les gens gardent très précieusement le mode d'emploi du chauffe-eau, de la baignoire, c'est des choses qui deviennent assez techniques, assez compliquées, avec des arrivées de gaz un peu inquiétantes. Donc voilà, mais ça répond en partie à votre question, mais une sorte de privatisation de ces espaces-là. Je reviens sur le chauffage. Est-ce que les poêles Godin datent de cette époque-là ? Pardon. Je ne vous voyais pas. Oui. Je peux développer ? Non, oui, les poêles Godin sont développés au cours du 19e siècle. Ils connaissent un grand boom dans les années 1860-1880. Ce sont plutôt des poêles... c'est quand même pas destiné à la bonne société. Ils faisaient aussi de très beaux poêles, ils faisaient des grandes... Juste parler dedans, là. Des grands fourneaux bouilleurs, etc. Mais le succès de Godin, c'est quand même le tout petit poêle avec un très grand rendement calorique. C'est le... Voilà. Absolument. Et bonjour. Oui, en fait, j'attends depuis longtemps. Non, mais... Et j'aimerais savoir, si cela est possible, vers quelle époque la majorité des appartements parisiens ont été équipés de l'eau courante, puisqu'on parle de salle de bain et on ne l'a pas dit. Oui, très bonne question. L'eau courante apparaît assez tôt, quand même. La majorité, je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse raisonner comme ça. Parce qu'en fait, vous voyez, le parc immobilier parisien est très varié, contrasté. En gros, il ne faut pas oublier que début 19e siècle, et assez longtemps, par exemple, on continue à monter de l'eau, mais dès les années 1830, c'est plutôt de l'eau chaude qu'on monte. C'est-à-dire on monte des baignoires pour que les gens puissent prendre des bains, on commande des baignoires d'eau chaude. Mais l'eau courante, on va dire qu'après 1840, toutes les constructions, de ce que j'ai vu, sont avec l'eau à tous les étages, ou presque, enfin tous les étages, pas les étages des domestiques, pas nécessairement, ça c'est pas, voilà, ça va de soi. Vous l'avez compris. Non, mais donc, voilà, tous les étages des beaux appartements ont de l'eau. Et de ce que j'ai vu, plusieurs colonnes montantes et plusieurs colonnes descendantes. Et en gros, après 1850, quand même, une grande quantité d'appartements parisiens ont l'eau et le gaz à tous les étages. Voilà. Je parle de la bourgeoisie, qu'on soit bien d'accord. Du côté des grands programmes sociaux, ce sera la même chose, mais vous avez aussi tout un monde d'habitat, voilà, à Belleville, etc., où on va encore chercher l'eau. Très souvent sur le palier, c'est rare que ce soit encore dans la cour, mais vous avez dû tous voir ça, quand, voilà, les vieux immeubles, vous avez le robinet, une espèce de cuvette sur le palier où on venait chercher l'eau. Voilà, on va peut-être conclure là-dessus. On envisagera peut-être un programme sur l'hygiène, la salle de bain ultérieurement, qui suscite beaucoup de questions. Et bonne soirée et encore un grand merci. Merci à vous. Merci à vous.